Ifriqiya Sport, la planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Good morning Africa, bonjour l'Afrique avec Ifriqiya Sport tous les mardis à partir de 10h et des poussières. On parle pas foot cette semaine, on va parler d'athlétisme et on va se référer aux derniers mondiaux d'athlétisme qu'a abrité la capitale nippone, Tokyo, avec des résultats probants. C'était probablement une des plus belles moissons africaines dans des championnats du monde. Le Kenya, le Botswana ou encore la Tanzanie qui brillent sur la piste comme sur la route. L'Afrique a décroché dans cette dernière compétition mondiale 10 titres mondiaux. Le Kenya rafle 7 titres et 7 médailles d'or. Premier questionnement dans cette émission, le demi-fond et le fond, est-il encore une chasse gardée de l'Afrique, du Kenya notamment, et un degré moindre de l'Éthiopie? Et puis en deuxième partie, est-ce que les épreuves techniques sont l'apanage des Européens et des Américains ou Nord-Américains? On va en parler dans cette émission avec... d'abord, il y a avec nous en direct Ahmed Mahour Bacha, que tout le monde connaît sous le pseudonyme de Daddy ou patronyme, comme on veut. Plusieurs fois champion d'Afrique de décathlon, l'homme fort de la piste et de l'athlétisme, actuel entraîneur, notamment de Atmani, champion olympique, paralympique d'athlétisme de 100 mètres notamment et du 200 mètres. Ahmed Mahour Bacha, vous êtes en direct, merci d'être là ce matin, bonjour. Bonjour Riyad. D'abord, comment ça va? Très bien, je suis au stade, il fait beau, voilà, tout va bien. C'est bien, nous sommes en direct du Sato, le stade d'athlétisme de la capitale algérienne, et vous êtes en direct sur Ifriqiya FM. Je suis très très heureux d'être justement sur cette radio qui monte, qui se fait son petit chemin, et je suis content d'y contribuer. Et son petit chemin jusqu'aux 4 coins de l'Afrique. Ma première question, vous l'avez entendu dans le préambule, on se base sur le dernier championnat du monde avec une belle prestation des Africains. D'abord, votre commentaire sur le classement africain de ce tournoi. En fait, l'Afrique s'est bien débrouillée lors des derniers championnats du monde. On s'attendait au pire, puisque tout le monde travaille maintenant. Tout le monde s'intéresse aux demi-fonds. Tout le monde progresse dans ces épreuves qui étaient auparavant chasse gardée des Africains. Mais les Norvégiens, les Européens, les Américains et beaucoup de pays s'intéressent énormément aux demi-fonds et au fond, aux courses sur route. Et donc, ça devient de plus en plus difficile pour les athlètes africains, pour les entraîneurs africains, pour les pays africains, de garder le leadership. Cette fois-ci, le Kenya, grâce au Kenya, l'Afrique est restée encore numéro 1 dans ces épreuves. Mais ça devient de plus en plus difficile. Alors, le Kenya, cette fois-ci à Tokyo, si je me trompe pas, si je me trompe, vous me corrigez, hein. Chez les dames, ils ont tout raflé, toutes les distances. Exactement. Vous allez nous donner le nom justement de ces athlètes féminines qui ont performé, et puis également une partie des courses chez les messieurs. Mais comment vous expliquez ce retour kényan malgré la menace justement, notamment des Nordiques, des Norvégiens sur cette distance? En fait, les Kenyans lors de ces championnats du monde, ont tout raté sur les disciplines, sur les épreuves féminines, du 800 jusqu'au marathon. Le Kenya, c'est évidemment du talent, beaucoup de talent, beaucoup d'athlètes talentueux. Mais le Kenya également, contrairement à ce que pensent les gens, c'est également d'excellents entraîneurs. Il n'y a pas que le talent Kenya, il y a d'excellents entraîneurs c'est des anciens athlètes qui ont étudié aux États-Unis, un peu partout en Europe, en Allemagne.
et qui sont revenus au pays, au bled, et qui ont formé des équipes, qui ont ouvert des camps d'entraînement au Kenya. Et ces camps d'entraînement, justement, qui accueillent chaque année des milliers d'athlètes étrangers. Et justement, c'est ce afflux d'athlètes étrangers au Kenya qui a fait que le Kenya peine à garder son leadership, puisque les athlètes étrangers qui viennent au Kenya apprennent des Kenyans, voient les conditions d'entraînement, et copient, s'entraînent en compagnie des athlètes kenyans, et donc ils ont progressé. Le même phénomène, on le retrouve également en Éthiopie, même si en Éthiopie, c'est un peu plus difficile pour les athlètes d'y accéder, mais bon, voilà, ce sont l'ouverture de ces camps d'entraînement aux étrangers qui a fait que les étrangers ont progressé, tout simplement. Mahour Bacha, vous restez avec nous, c'est du direct, on reçoit notre deuxième invité avec vous sur le plateau, c'est Ammar Boras, ancien président de la Fédération algérienne d'athlétisme, je sais pas si on dit ancien ou ex, ça c'est pas très important, technicien lui aussi, entraîneur de demi-fond, notamment entraîneur de la légende féminine du demi-fond, Hassiba Boulmarqa. Ammar Boras, bonjour. Bonjour. Je vous fais courir tous les deux. De bon matin, on va faire du fond et du demi-fond. On a installé le débat avec Mahour Bacha. Ouais. Bonjour. Peut-être qu'on aura Ammar Benida également tout à l'heure dans quelques instants. L'entraîneur de Sedjati. Le presque champion du monde, puisqu'il a été vice-champion du monde sur un cassé. Il a sur le championnat du monde à Tokyo dont on est en train de parler. Et je le disais à Ahmed Mahour Bacha, comment on explique cette domination dans le demi-fond et le fond du Kenya, même si, ce qu'a dit Dadi il y a quelques instants, l'Europe commence à titiller cette chasse gardée africaine. Bonjour, merci pour l'invitation. Je pense que oui, les Européens ont compris peut-être qu'il faut aussi travailler aussi fort que les Africains. En plus, on a eu à un certain moment les Maghrébins aussi qui ont assez dominé, notamment avec Morsley, Hassiba, El Guerrouj, etc. Donc Aweta, on a eu quand même une période où les Africains, les Maghrébins ont, si on les détache des Africains, mais c'est l'Afrique de toutes les manières. Mais le demi-fond, plus que le fond. Je parle du demi-fond, demi-fond, ça a été toujours pratiquement les Africains. Toujours il y a un Africain sur le podium généralement, mais je pense que c'est la qualité de leurs athlètes, la qualité de leur talent, la qualité des entraînements. Est-ce que c'est le talent? Est-ce que c'est l'entraînement? Est-ce que c'est la morphologie? Est-ce que c'est les régions? C'est un peu tout ça. Il y a un peu de tout ça. Les gens croient que les Africains, ils viennent de sa maison, il est champion, ils s'entraînent, ils habitent généralement en altitude, parce que généralement c'est l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie, les trois pays qui dominent vraiment, depuis très longtemps. Ils sont là depuis Abebe Bekela, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, et 68, ils ont vraiment bien, avec Keino, avec des athlètes de ce type. Je pense que ce n'est pas que il y a l'entraînement aussi. Ils ont compris l'entraînement comme tout le monde. Ils ont eu des entraîneurs de grande qualité qui sont partis chez eux. Donc il les rend. Et en plus c'est la façon de vivre aussi. Le demi-fond c'est de l'endurance. L'endurance c'est courir quand on est jeune, courir dans la rue. Vous savez les Kenyans quand ils ont courir en altitude aussi, en altitude. Moi j'ai vu la dernière fois, j'ai été 50 jours en Éthiopie avec une équipe et j'ai vu des petits de l'école primaire qui faisaient en montée 8 km. Ils marchaient chaque matin 8 km. C'est-à-dire que c'est quasi 5 fois par semaine. C'est-à-dire quoi? L'école primaire, je parle. C'est des petits. 6, 8, 10 ans. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà l'endurance nécessaire pour pouvoir être de très haut niveau. Et en plus, après, ils ont l'entraînement. Donc, si on comprend pas que le demi-fond, ce n'est que de l'endurance, on ne va pas arriver. C'est-à-dire qu'on va avoir des athlètes qui font toujours des footings de 1 heure, 1 heure et demie, etc. Et ils croient que c'est ça pour
avoir des médailles en demi-fond. Et je pense que c'est un travail aussi. C'est un travail de base, c'est un travail de musculation un peu naturel, comme on dit, le renforcement des tendons, le renforcement des ligaments, etc. Et c'est à cause de ça que les gens ont de très grandes performances. Et quand on comprend tout ça, on peut faire des résultats. Alors, je suis avec celui que vous venez d'entendre, c'est Ammar Boras, l'ancien président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Et au téléphone, Ahmed Mahour Bacha, décathlonien, ancien décathlonien, même si ça le rajeunit pas, champion d'Afrique, entraîneur. Alors, Ammar Boras parlait d'endurance, c'est ce qui permet, en tout cas au demi-fond et au fond africain, de dominer à l'échelle mondiale. Et Mahour Bacha, ça permet même au Kenya de se distinguer en terminant à la 2e place du championnat du monde. Tenez-vous bien, la 2e place à cause de ces 7 médailles d'or, grâce aux 7 médailles d'or du fond et du demi-fond. Est-ce qu'on peut pas, allez, j'ai pas peur des mots, aller plus loin et aller chercher d'autres terrains de conquête qui sont hors demi-fond et fond avant d'aller dans les épreuves techniques spécifiques? Allez, au sprint par exemple, le 4x400 porté par un certain Colin Kibinachipi, qui est champion du monde. Champion du monde du Botswana, qui permet à son équipe de relais de remporter la médaille d'or. C'est quand même incroyable pour ce Botswana. Qui investit depuis maintenant une vingtaine d'années. Le Botswana, c'est un petit pays qui est situé à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Donc, il bénéficie de l'expérience des Sud-Africains. En plus de ça, presque quasiment tous les meilleurs talents botswanais étudient, s'entraînent en Afrique du Sud avec les entraîneurs sud-africains qui sont excellents également. Et donc, il n'y a pas de surprise. Depuis 20 années, comme ça, depuis Amonte Monso, championnat olympique du 400 mètres, on s'attendait à cette éclosion d'athlètes venus du Botswana. Et on le voit maintenant dans des épreuves du sprint. Et ils vont venir à 400 et 110 et 100 longueurs, triple saut. Ils sont en train de venir doucement, progressivement. Ils ont du 800 mètres. Donc, c'est pas une surprise. C'est des gens talentueux, c'est des athlètes talentueux qui vivent encore à l'ancienne, c'est-à-dire, c'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire pas beaucoup de voitures, ils font beaucoup d'exercices, beaucoup de marches, ils vivent sainement, ils mangent bio. Le Botswana, c'est le paradis. J'ai été là pour assister à une conférence sur l'entraînement du lancer du javelot, vous imaginez. Et donc, ils sont en avance, ils font des conférences, ils ramènent des entraîneurs étrangers, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et donc, c'est pas une surprise. Et moi, je peux dire que ce pays va encore nous étonner dans les prochaines années. Et puis, il n'y a pas que le Botswana, il y a la Zambie, il y a beaucoup de pays qui progressent dans d'autres disciplines, le sprint, le Kenya demi-fond, mais le Kenya, il y a également un athlète qui court le 100 mètres au moins de 10. Ils ont 2 athlètes qui courent le 100 mètres au moins de 10. Donc, ils ont un lanceur de javelot qui est champion du monde, Diego. Donc, ça bouge un peu partout. L'athlétisme est un sport universel, de plus en plus universel. Et donc, vous avez des petits pays qui, comme ça, République dominicaine, un peu partout dans le monde, qui arrivent à l'Inde, par exemple, le Qatar, qui arrivent à gagner des médailles. L'athlétisme est devenu universel. Avec des naturalisations, ce sera peut-être une thématique prochaine, hein, des Africains qui se font naturaliser par des nations qui n'ont pas, allez, on va pas dire culture, mais tradition dans l'athlétisme. C'est de bonne guerre dans le sport mondial. Il faut savoir aussi parfois garder ses champions. C'est comme cela. Alors, je vais vous donner des noms en vrac pour vous montrer à quel point le Kenya a brillé dans sa domination, notamment dans le 1005, dans le 5000, dans le 10 000. Vous avez Béatrice Chebet qui s'impose sur 5 et 10 000, alors que Faith Kipyegon conserve son trône dans le 1005. Hein. Le 1005, c'est votre spécialité, Ammar Boras. Et puis Emmanuel, je vais y arriver, qui a Faith Cheroti au 3000, Stiple et Liliane Odira qui crée la surprise en prenant l'or aux 800 mètres, parce que le 800 mètres, c'est une distance assez ambiguë. C'est pas du demi-fond, et c'est pas du sprint, c'est deux tours de stade, mais c'est très tactique et c'est très technique. Il y a toujours eu des Kenyans des Africains sur le podium. On a eu beaucoup d'athlètes qui ont Chepkoske,
Et je pense que du 800 au marathon, les Africains dominent depuis très longtemps. Maintenant, comme a dit mon collègue tout à l'heure, les Européens commencent à arriver parce qu'eux aussi, ils ont compris que il faut être professionnel parce que parfois l'athlétisme était un peu amateur. Les gens travaillaient, mais maintenant c'est vraiment scientifique. Professionnel, scientifique, avec une équipe pluridisciplinaire qui sont autour des athlètes. J'ai écouté la dernière fois le champion du monde français du 10 000 mètres. Il a dit que ça fait maintenant, je suis professionnel, je suis entouré d'une équipe, je dépense autour de $100 000 par an. C'est-à-dire il y a un team autour d'un athlète pour avoir des résultats. Des résultats. Et nous, on l'a fait dans les années 90. On n'était pas seul. On n'était pas seul et on a aussi bénéficié d'une très bonne formation à l'ISTS. On a été enseigné par des Allemands de l'Est, des Soviétiques, il y a des Africains qui viennent, Cubains. Il y a des Africains qui venaient, qui étaient avec nous dans l'institut, oui. Mais bon, ça pas le Kenya, ceux qui parlaient français. Donc, ils ont profité de nos compétences. Parce que l'Algérie était pratiquement le pays d'Afrique qui a eu le plus de résultats dans les disciplines dans les disciplines techniques, disons. La perche, le décathlon, la hauteur, etc. Et bon, maintenant, ça se démocratise un tout petit peu. Il y a des Africains qui arrivent dans les autres disciplines. Ils ont même des champions du monde, comme a dit mon collègue, du javelot, etc. Donc, triple saut, ça arrive. Il y a un Sud-Africain à certains moments hauteur parmi les meilleurs au monde, le triple saut, comme vous avez dit. Donc, parce qu'ils ont des athlètes, qui bénéficient des conditions d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, où ils partent aux USA, comme les sprinteurs, etc. Et ils ont les compétences nécessaires pour pouvoir faire de très bons résultats. Et si on parle d'équipes pluridisciplinaires, actuellement, ils ont des médecins, ils ont des kinés spécialisés, ils vont dans des endroits de stage bien définis où il y a toutes les conditions nécessaires pour travailler et là ils font des résultats aussi. Mahour Bacha, Amar parle de team autour d'un athlète. Vous êtes entraîneur d'un athlète champion du monde, champion paralympique. Est-ce que vous êtes le seul à l'encadrer? Est-ce qu'on a en Algérie, par exemple, une culture du team maintenant où il y a tout un staff autour d'un seul athlète ou d'une équipe d'athlètes? On va dire qu'il y a un staff qui s'occupe de 3, 4 ou 5 athlètes. Malheureusement, non. Malheureusement, le team est réduit à l'entraîneur. Et puis faites-nous profiter, dites-nous en quoi consiste un team. Il y a quoi dans un team? Généralement, un entraîneur et un kiné en Algérie, c'est tout. Mais dans les normes maintenant, les normes professionnelles, je veux dire. Enfin, un team ne veut pas dire un groupe de techniciens qui sont 24/24 auprès de l'athlète. C'est pas ça. Le team, c'est quand il y a un problème, il y a le médecin X. Quand il y a un problème au niveau des pieds, c'est le podologue Y. Quand il y a donc c'est ça à peu près. En fait, c'est tous les profils qui peuvent aider un athlète à performer. Un médecin, pourquoi pas un coach mental ou un psy pour l'aider dans des phases difficiles, peut-être des choses comme ça. Donc en athlétisme, l'apport de la psychologie est de moins en moins présent puisque en fait maintenant l'athlétisme est devenu un sport professionnel et le meilleur psychologue des athlètes c'est l'argent qu'ils gagnent. Vous êtes dur là, Mahour Bacha là. Donc c'est ça. Il y a une trentaine d'années, on avait besoin de psychologues pour remonter le moral, entre guillemets, comme on le dit aux athlètes. Maintenant, je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, allez, on va être terre à terre. On va penser à l'athlète algérien qui a fini au pied du podium au championnat du monde Triki, du triple saut, qui a perdu son entraîneur, paix à son âme, il y a quelques mois. C'est une épreuve difficile à gérer. C'est pas n'importe qui peut rebooster le mental d'un athlète à ce niveau-là. Oui, mais parce qu'il a perdu d'abord son père et puis son entraîneur. Mais vous savez, c'est un athlète professionnel. Il ne vit que de ce qu'il va gagner sur le stade. Donc c'est ça qui fait sa force. On arrive à surmonter. En fait, c'est comme le pédalo. On arrête de pédaler, on coule. C'est bien ça. Voilà, c'est une question de survie. C'est également le cas pour les Africains qui n'ont que la course à pied
pour gagner de l'argent, pour acheter des vaches, pour acheter des chèvres et pour acheter des fermes. Parce que c'est ça l'objectif de tous les Kenyans. C'est bien que vous rappelez la réalité du citoyen africain et de l'athlète. C'est des fermiers, donc leur objectif, c'est, encore une fois, ce n'est pas péjoratif, c'est combien je vais gagner de vaches ou de chèvres après un meeting. Ils courent que pour assurer leur vie et la vie de leurs enfants. Donc en athlétisme, vous avez parlé de Tilke, effectivement qu'il est passé par des moments difficiles, et même après ces championnats du monde, il a été très touché, mais là depuis une semaine, il a repris l'entraînement, il a dit continuer, il est plus motivé que jamais. Et puis il y a d'autres objectifs. Alors vous parliez, messieurs, tout à l'heure des Européens ou des Nordiques, je mets de gros guillemets, qui viennent titiller les Africains dans leur chasse gardée, qui est le demi-fond et le fond. Mais l'inverse, on a vu par exemple le plus grand athlète du moment, en tout cas celui qui supplante tout le monde, c'est Duplantis, qui, à chaque fois qu'il sort sur un stade, il a un record du monde. Je sais plus à combien il... À la Boubka, 4,30. À la 6,30, Mahour Bacha parlait d'argent et de prime. Ouais. Il calcule au prix. Oui, bon, eux, ils ont la possibilité de faire la perche, tu augmentes d'1 centimètre. Voilà. Boubka faisait ça avant, de toutes les manières. Tout à fait. Et c'est $100,000 chaque record du monde. C'est énorme. Sans compter les sponsors. Les sponsors, l'aide de son pays, etc. Donc, les meetings, etc. Donc, ils gagnent de l'argent. Mais c'est du talent pur. Non, c'est de toute façon, il est au-dessus du lot, il gagne de l'argent et c'est bien, c'est tant mieux pour lui. Alors, voilà, j'ai donné l'exemple de Duplantis, le Suédois qui domine la perche et les grandes épreuves techniques sont dominées généralement tantôt par des Américains ou des ex-Yougoslaves, des Européens de l'Est qui ont cette culture également. Qu'est-ce qui manque aux Africains pour aller chercher des titres mondiaux dans les épreuves techniques? Moi, je pense que c'est une question avant tout de formation, de base. On voit les athlètes, nous, on est sur le terrain, on voit les entraîneurs comment ils entraînent leurs athlètes. Et un minime, il croit que il est déjà senior, donc on les entraîne comme des seniors sans avoir la base d'un minime. Ou d'un Benjamin, ou d'un minime. C'est-à-dire l'entraînement d'un minime, Benjamin, voire même un peu junior première année, c'est pas comme... C'est un travail de base. Le travail de base n'existe pratiquement pas. À l'école, il n'y a pas de sport. Il n'y a pas d'éducation physique. À l'école, chez nous. Il n'y a pas. Mais ça n'existe pas. Je parle continent, hein. On parle du continent. Je parle du continent africain. Il y a des pays qui le font. Les pays anglophones sont mieux préparés que nous. Ils ont plus d'éducation physique. À l'école c'est une culture. C'est comme les Anglais, les États-Unis, etc. Bon, il y a des pays de l'Est qui le faisaient avant, mais nous, par exemple, en Algérie, si on compare un peu, à l'école primaire, il n'y a rien. C'est-à-dire que les petits ne jouent que dans la rue, pratiquement. Donc, il n'y a pas une véritable formation. Quand ils sont un peu plus âgés, ils rentrent à l'athlétisme vers 9 ans, 10 ans. Déjà, ils sont un peu en retard. Et c'est des habiletés techniques qu'on doit apprendre quand on est jeune, la coordination, l'habileté, la souplesse, etc. Donc on a toujours du retard. Il y a toujours des exceptions. On peut avoir toujours des exceptions. La preuve, Ahmed a eu une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. On a eu Borada qui est entraîné par Mahour Bacha. Il a été dans les 5 meilleurs mondiaux. Yasmina aussi par Mahour Bacha. Elle a été 5e au championnat du monde. Donc on peut avoir des athlètes comme ça, mais il faut tomber sur l'entraîneur. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et c'est l'entraînement. Et l'entraînement aussi, c'est-à-dire que l'entraîneur, il va un peu reculer pour pouvoir avancer, parce qu'il n'est pas au même niveau que les athlètes américains qui ont la formation nécessaire, si on démarre d'un point zéro, déjà, ils sont à 5 mètres. Toi, tu es au point zéro. Donc, il y a un problème, véritable problème de formation et de formation aussi d'entraîneurs. C'est-à-dire que qu'il y a des entraîneurs qui n'ont jamais touché quelque chose. Un entraîneur qui n'a jamais touché le former les athlètes, c'est une chose. Former le formateur, c'est autre chose. Exactement. Si tu ne sais pas
si tu ne sais pas les bases du javelot, tu n'auras jamais un bon athlète au javelot. Au final. Alors, vous me tendez la perche, Ahmed Mahour Bacha, vous voyez, Ammar Bourras, il est dithyrambique en votre faveur, il parle de vos anciens athlètes. Alors, comment, dans des épreuves généralement dominées par les Américains, parfois les Cubains, dans les épreuves techniques, parfois les Européens, je pense notamment à Bourada, comment vous êtes arrivé à préparer des athlètes qui peut-être n'ont pas eu la formation au départ, quand ils étaient jeunes, nécessaire pour aller titiller le haut niveau? Comment vous êtes approché un peu du sommet à cette époque-là? Est-ce que c'est vraiment une méthodologie à part d'entraînement? En fait, c'est l'entraînement. Ce qui est sûr, c'est que on démarre toujours avec du retard. C'est pour ça que nos athlètes, dans les concours, ne sont jamais champions olympiques ou finalistes olympiques à l'âge de 20 ans, 21 ans. Ils le deviennent qu'à l'âge de 26 ans, 27 ans, 28 ans, c'est-à-dire que le temps qu'ils subissent 4, 6, jusqu'à 8 années d'entraînement. Donc, les athlètes, on les accueille pas à l'âge de 14 ans comme on a la chance, les entraîneurs. Mais quand nos athlètes, ils nous viennent à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 23 ans. Et donc, il faut minimum 4, 5, 6 années d'entraînement, de formation pour qu'ils arrivent à approcher le niveau mondial. C'est pour ça, d'ailleurs, si vous faites des statistiques, tous nos athlètes, presque tous nos athlètes dans les épreuves techniques, réussissent ou bien brillent au niveau mondial à l'âge de 26 ans, 27 ans, 28 ans, par pas 30 ans. Donc, c'est ça le problème. Il n'y a pas un système, le système d'entonnoir, comme on l'appelle, c'est-à-dire, il n'y a pas un système qui fournit de jeunes talents aux entraîneurs qui sont compétents, quoi. Pour la réussite, en fait, c'est quoi? C'est un athlète talentueux, un entraîneur compétent et des conditions d'entraînement. C'est cette triptyque qui n'a pas changé depuis des lustres. Et qui ne changera pas, certainement. Et qui ne changera pas. Si vous mettez ces trois éléments, ces trois femmes ensemble, il peut y avoir si un élément manque, il y a 20 années, c'était possible, maintenant c'est plus possible. Il y a une vingtaine d'années, juste avec le talent, on pouvait monter sur le podium. Maintenant, dans les années 2025, c'est plus possible. Il faut vraiment ça et bien plus. Et bien plus. Alors, on va parler de ça, justement, de ce qui manque aux Africains en termes de politique sportive d'athlétisme. Vous parliez d'un tout, de formateurs, d'entraîneurs, de prise en charge très tôt. Vous parlez d'entonnoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'athlètes au départ et puis concentrer pour prendre le meilleur. Vous vouliez rajouter quelque chose ce qu'il dit est exactement ce que un peu j'ai dit la première fois. Il n'y a pas de bonne formation, donc tu as toujours du retard. N'attends comme un exemple pour que je connais bien. Allez-y. Je parlais de Cuba. Par exemple, voilà, quand il a les athlètes cubains, etc. Je connais bien l'exemple, sinon je le donne souvent parce que je connais très bien de ce que vous le connaissez. Système. Voilà, exactement. Les autres, on les connaît un peu. Bien que la Jamaïque, les pays maintenant sud-américains ils ont un peu copié ce qui se passe aux États-Unis, à Cuba, etc. pour pouvoir avancer. Parce que Cuba, c'était la seule, pratiquement, le seul pays, disons, des Caraïbes et d'Amérique du Sud, qui avait des médailles beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques. Et pourtant sous embargo. Pourtant sous embargo, et un petit pays de 11 millions d'habitants. Ils ont le sport à l'école. Il y a le sport, l'éducation physique à l'école, c'est 3 fois par semaine. Imaginez, 3 fois par semaine. C'est pas énorme. Non, mais c'est beaucoup pour un petit. Ah, d'accord. C'est beaucoup pour un petit. Puis, au CEM, c'est exactement la même chose. Et puis, quand il termine déjà l'école, à 12 ans, ils sont orientés dans des écoles spécialisées. C'est-à-dire que si vous êtes... ils sont orientés parce qu'ils sont détectés? Ils sont détectés parce qu'à l'école primaire, on leur fait des tests, etc. On sait qui est rapide, qui a un bon pied, qui saute bien, etc. Et à 12 ans, ils sont orientés vers les écoles spécialisées qui font sport. Et ils étudient, mais ils font comme le site sportif, par exemple. C'est 3 groupes, 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16, 17 ans. Et là,
ils n'ont pas le retard qu'on a. Quand ils tombent quand on les emmène chez des entraîneurs spécialisés, le jeune est déjà préparé. C'est-à-dire qu'il ne va pas perdre son temps, comme a dit Mahor, 5-6 ans. C'est-à-dire, au lieu d'être champion à 21 ans, ils sont déjà à 20 ans. Exactement. Et ils sont mieux préparés parce que parfois, il y a du retard qu'on peut pas récupérer. La vitesse, c'est la vitesse. Tu dois énormément travailler pour pouvoir être à leur niveau. Tu dois, la souplesse. Moi, j'ai vu un champion olympique qui faisait le grand écart à froid. Champion olympique du 110 mètres. Anier Garcia, à froid. Si on demande à un gars de nos équipes nationales, même échauffé, il peut le faire, mais peut-être difficilement, là, il n'y arrive. Ça veut dire qu'ils ont la formation de base nécessaire pour pouvoir arriver. Et si on ne le fait pas, il n'y a pas de volonté politique pour le faire, de toutes les manières. Actuellement, même les entraîneurs, ils sont trop rapidement vers la performance et bien sûr, si tu tombes sur de bons entraîneurs à 24, 25 ans, 26 ans, ils font des résultats. Si tu tombes sur des gens qui veulent avoir des résultats en cadet, on n'a plus d'athlètes après. Le potentiel de l'athlète sera périmé, disons, parce qu'il n'a pas eu c'est les blessures, c'est etc. Voilà, alors il reste quelques minutes, messieurs. On va se projeter sur les prochaines échéances. Vous êtes au stade annexe d'athlétisme quotidiennement. Quotidiennement, et vous l'êtes, on l'a entendu avec le vent. Comme ça, on vous laisse travailler. Ahmed Mahor Bacha, quelles sont les prochaines échéances pour les Africains et quelles sont les chances, encore une fois, de briller pour les Africains? En fait, si vous permettez, Riyad, juste pour ajouter un petit point, aussi bien pour les épreuves du concours, les lancers et le sprint et le saut, que pour le demi-fond, évidemment qu'il faut du talent, mais la pièce maîtresse du dispositif, c'est un entraîneur compétent, bien formé, qui connaît son métier. Vous prenez tous les médaillés africains de ces derniers championnats du monde à Tokyo, tous les entraîneurs de ces athlètes sont connus, identifiés. Je les connais pour certains. Pour résumer, c'est des pointures, quoi. C'est des pointures. Et donc, tout à l'heure, on parlait de Benida. Benida a formé champion olympique en 2000, déjà. 25 ans après, il forme un vice-champion du monde, Sejati. Mais imaginez-vous que entre 2000 et 2025, chaque année, notre système sportif a ramené un athlète talentueux à Benida. Et il y en a eu, hein. Je peux vous citer sans exagérer, une centaine d'athlètes talentueux du demi-fond qui ont raté leur carrière sportive parce qu'ils n'ont pas eu la chance de tomber sur un entraîneur compétent. Je peux vous dire Boukenza, Zargelaïn, Bouelahtan, Khadis, je peux vous citer une centaine d'athlètes qui sont passés par perte et profit. Et pour voir plus large, ça peut être aussi le cas pour beaucoup d'athlètes africains qui n'ont pas eu la chance d'être encadrés? Exactement, parce que au Kenya, si vous êtes dans une case, si vous êtes athlète signataire avec un club de police, vous ne pouvez pas vous entraîner avec un entraîneur qui est militaire. Enfin, les éternels problèmes. Si vous êtes signataire avec les pompiers, vous ne pouvez pas vous entraîner chez un entraîneur compétent qui est avec la police. Donc vous voyez, c'est tout ça qui fait qu'il y a beaucoup de déchets. Parce que l'Afrique, c'est un immense réservoir de talent. C'est un immense réservoir de talent. Mais malheureusement, au niveau des techniciens, il n'y en a pas beaucoup. C'est le début. Et croyez-moi qu'en Afrique, de plus en plus d'anciens athlètes prennent le courage de demain et deviennent des entraîneurs. Ce n'était pas le cas auparavant. Maintenant, des anciens athlètes deviennent des entraîneurs professionnels et essayent de faire profiter la jeunesse africaine de leur expérience. Voilà, c'est bien. On retiendra ça de votre déclaration. Les anciens grands athlètes décident maintenant de prendre en main ce métier important d'entraîneur, le secret pour la réussite. Il reste allez, moins d'une minute à Marbola, c'est à vous. Ce n'est pas que on ne parle pas que de grands athlètes. Il faut que c'est des grands athlètes qui doivent avoir aussi une formation.
Parce que si on n'a pas une bonne formation en biomécanique, en physiologie, etc., c'est compliqué d'entraîner à très haut niveau mondial. On peut arriver à un certain niveau, mais après, c'est plus compliqué. Nous. Est-ce que ça s'apprend? Ça s'apprend, bien sûr, mais on a fait. C'est des formations. Nous, c'est Bac plus 5 qu'on a fait à l'ISTS. Non, c'est l'éternel empirique théorique, c'est ça? Non, mais c'est mauvais débat. C'est un très mauvais débat parce que on doit avoir une formation. Une formation, elle est nécessaire de toutes les manières. On ne peut pas venir avec aucun niveau intellectuel ou scolaire et commencer à entraîner à un très haut niveau. C'est très compliqué après. Quand les problèmes d'entraînement commencent à se poser, on n'a pas de solution. Et quand tu as une formation, tu as des solutions. Nous, on a fait physiologie comme physiologie du sport. Quand on ne comprend pas le métier, on gâche la tienne. C'est très compliqué après. Et puis, il y a le vécu, notre vécu, le vécu de nos entraîneurs, etc., qui nous ont donné. Moi, j'ai eu 2 ou 3 entraîneurs dans ma vie. J'ai fait la formation et après. 3, 4, 5 ans après, j'ai pu avoir Azdim Brahmi, on consalie beaucoup, il va subir une opération, Inch'Allah. Il va faire, j'ai eu 2 très grands athlètes, et avec Sakhri Sidali, j'ai eu de 5 ou 6, voilà, Hassiba, etc. Et, il me fallait, pour pouvoir, l'obstacle de certains problèmes, je les ai résolus par la formation. Merci. La formation, c'est le secret pour fabriquer des champions sur le continent. On espère qu'ils iront encore très loin, notamment aux Jeux Olympiques. Mahoul Bacha était avec nous en direct. Merci beaucoup. Ammar Boras. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Vous êtes les bienvenus en Afrique. Merci à tous. À mardi prochain. Salut.